Donc bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de Kafka, principalement Kafka sans la magie noire et comment abstraire la complexité. Je vais vous commencer par parler un peu de Criteo, juste pour mettre le contexte. Criteo, c'est surtout de la publicité. On a différents outils qui sont faits pour soit de la demande ou de l'offre, pour afficher ou pour pouvoir définir des publicités. Moi, je travaille principalement côté demande sur justement du on-site ads, donc des pubs qui sont faits sur du retail média pour justement mettre en avant des produits. Criteo, c'est à peu près 3000 collaborateurs, 25 bureaux, on a quelques chiffres sur la boîte. Et notre usage de Kafka, aujourd'hui, on a à peu près 300 nodes qui sont en bare metal, à peu près 40 millions de messages par seconde, jusqu'à 10 gigas par seconde et plein de clusters, plein de data centers. Oui, on a quasiment que Kafka, enfin de toute façon tout est on-premise. Kafka c'est quoi? Juste avant de commencer, est-ce que tout le monde sait à peu près ce que c'est Kafka ou est-ce qu'il y a des novices total? Bon, je vais aller vite alors sur on va dire les features principales. Donc Kafka permet de produire des messages qui sont envoyés dans des genres de tables de storage qui sont définis par partition. Donc on va avoir des messages qui peuvent être produits en fonction de comment on a configuré les topics Kafka sur différentes partitions pour pouvoir faire de la scalabilité. Un des cas d'usage classiques, c'est de pouvoir faire du broadcast de messages. Donc typiquement un service va envoyer un événement sur un topic. Ce topic va pouvoir être consommé par différents services. Dans le cas général, on a un événement qui va être un même événement qui va être consommé par chaque type de service. L'une des autres manières qu'on peut le faire, c'est on peut créer ce qu'on appelle des consumer groups qui permettent de pouvoir partager la charge sur un même topic entre différentes instances d'un même service, par exemple, pour pouvoir avoir justement de la scalabilité et pouvoir gérer les messages plus simplement. Un point qui est important, dont je reviendrai un peu plus tard, c'est sur les commit offset. En gros, les partitions Kafka, quand on va commencer à consommer des messages, on va commencer à définir à quel endroit on est dans toute la liste de messages. Et c'est à ce moment-là que justement on va committer des offsets. Pour pouvoir dire, par exemple, je suis en train de processer le message 8 pour pouvoir faire un traitement. Ensuite, une fois que j'ai fini, je vais pouvoir committer cet offset pour que Kafka soit au courant que je l'ai consommé pour mon consumer group. Ce qui permet après de pouvoir éviter d'avoir le même message qui va être retraité et d'avoir un état de on va dire, de où on en est sur les partitions. Quand utiliser de l'eventing comparé à des API REST, par exemple? Un des exemples classiques qu'on a, c'est qu'on va avoir différents services, campagne, account et retailer dans ce cas-là. Quand on veut faire des créations, des updates, imaginons que retailer, ce soit une API qui a des endpoints. Ça veut dire que du coup, on doit créer des endpoints, on doit les stocker, on doit aussi les rendre disponibles à la campagne. Si par exemple, imaginons qu'on est dans la même entreprise, ça signifie que potentiellement, on a des clients qui vont être autogénérés, qui doivent être partagés avec un autre service. Ce qui fait que aussi, potentiellement, l'autre service doit avoir une manière de faire des stubs ou des fakes de ce qui est censé faire le retailer, parce que potentiellement, on va utiliser la réponse pour faire un autre traitement. Ça apporte des problèmes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de couplage. Si on a tous les services qui sont connectés entre eux, ça veut dire que tous les services doivent avoir une compréhension de ce que les services externes font, en partie pour pouvoir se connecter, et c'est beaucoup de charges en plus juste pour la maintenabilité des services. Ce qui est aussi le cas, c'est que ça peut ajouter de latence. Donc si dans nos appels, même si Account, par exemple, n'a pas du tout d'informations nécessaires pour la création d'un account, mais elle doit informer retailer qu'il s'est passé quelque chose sur un account, en fait, tous ces appels-là, si on ne fait pas de fire and forget, ou si on fait juste des appels où on va les attendre en A5, du coup, ça va créer de la latence aussi sur les process qui vont être faits par les accounts. Donc, un des moyens. Ouais, je veux juste revenir sur quand est-ce qu'il faut ne pas faire d'eventing ou quand c'est pas conseillé par défaut comme approche. Si par exemple le traitement fait partie de la transaction, typiquement j'ai une campagne qui va être créée, qui a besoin de créer un budget, j'ai besoin d'avoir l'information en retour pour pouvoir faire la suite du processus.
La même chose est si l'appelant a besoin d'une information ou une confirmation que ça s'est bien passé, il va devoir avoir quelque chose qui a une réponse pour pouvoir faire la suite du traitement ou gérer une erreur, etc. Les avantages de Kafka comparé à des HTTP REST, totalement asynchrone, scalable parce que du coup, bah, il y a beaucoup de la logique de scalabilité qui peut être fait dans Kafka même. On n'est pas nécessairement impacté par rapport à la scalabilité des applications en face. Tout plage faible parce que du coup, les services n'auront pas une dépendance forte avec un autre service, mais juste une connexion avec Kafka. On a aussi la fiabilité et la résilience. Kafka permet de stocker, si on a envie, on peut définir des dates des délais de rétention pour pouvoir garder l'information plus longtemps. C'est assez utile si on a par exemple des downtime de certaines applications. Elles pourront recommencer le traitement une fois qu'elles seront up à nouveau. Et haute performance, donc ça, Kafka a été utilisé pas mal pour faire du data streaming depuis longtemps. À Criteo, il y a eu beaucoup de ça et c'est très efficace. Les désavantages, les inconvénients que ça apporte, c'est que bah, ça apporte une certaine complicité. Parce que du coup, ça implique que au lieu de, les gens qui sont habitués à faire par exemple, que des API REST ont besoin d'apprendre une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de communiquer avec Kafka, de comment configurer, comment définir leurs objets, ce qu'ils ont envie de passer. L'approche est un peu différente. On a aussi pas mal d'infrastructures en plus, parce que du coup, on doit créer des clusters Kafka, on doit aussi avoir des workers, on doit avoir des équipes qui sont potentiellement responsables de supporter et de suivre que la maintenance elle est faite sur Kafka. Euh, Tout ce qui est debug, analyse de problèmes, ça peut devenir compliqué. Je sais par exemple qu'on a une API où on va faire du tracing entre les API. Comment on fait pour savoir que bah, un traitement qui s'est fait sur un service va envoyer un événement sur Kafka qui va être récupéré à un autre service. Comment on fait pour faire le lien entre les services, pour savoir ce qui s'est passé, quelle est la source du bug, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir reproduire le bug, etc. La même chose pour monitoring, la même chose pour les standards de l'industrie sur la façon d'utiliser Kafka pour, par exemple, du PubSub, euh, où il y en a plein qui ont conseillé d'aller sur du RabbitMQ, par exemple, ou des choses comme ça, pour faire du publish subscribe. À la fin, ce qu'on arrive si on utilise Kafka, c'est que bah, on devient agnostique du service externe. Ce qui veut dire que la campagne va pouvoir juste envoyer des informations pour revenir, voilà, j'ai créé une campagne. Le compte peut peut-être juste dire, bah voilà, j'ai créé un account. Le retailer va être intéressé par cette information pour pouvoir faire un traitement de son côté. Et ce qui fait que bah, toutes ces parties-là peuvent être totalement agnostiques l'une de l'autre. Le campagne n'a aucune connaissance de retailer, le compte pareil, ce qui fait que ça permet de simplifier aussi le système. Ça apporte un couplage faible, ça apporte de la résilience, parce que du coup, la plupart des informations vont être potentiellement gardées dans Kafka. On peut aussi avoir des logiques de retry, etc. Enfin, on peut avoir pas mal de choses qui sont implémentées. Un des avantages aussi, quand on a des services qui sont fortement liés, c'est que la parallélisation du travail va être un peu enfin, va être plus simple si on passe par Kafka. Typiquement, on va avoir une équipe qui va gérer une API, une équipe autre qui va gérer une autre API. Elles doivent être en communication directe pour définir les contrats, pour définir quels sont les endpoints, les URL, quand est-ce qu'ils sont disponibles pour pouvoir les consommer, etc. Avec Kafka, on peut commencer à créer les consommateurs d'un côté, à créer les producteurs de l'autre. Les équipes, à part se définir vraiment juste quel est l'objet qui va être échangé, il y a peu d'informations ou il y a peu d'attente qui est faite par les deux équipes. Alors, je vais revenir un peu sur l'état actuel à Criteo par rapport à l'utilisation de Kafka. Donc, il y avait beaucoup d'applications haute performance qui sont faites sur le bidding des ads, etc., qui sont faits avec des data streaming qui utilisent Kafka. Récemment, enfin ces dernières années, il y a eu un peu plus d'utilisation de Kafka dans des API pour pouvoir avoir des systèmes un peu plus souples, typiquement une approche publish subscribe. Mais le problème, c'est que bah, on a une maîtrise des équipes infra sur Kafka. Le problème, c'est que les équipes produits, qui sont souvent des fronts, des backs, des full stack, qui n'ont pas nécessairement une approche très événementielle sur la façon de développer et même sur l'architecture, ça fait que c'est compliqué de pouvoir amener des nouvelles façons de faire. Donc, je vais revenir un peu sur les problèmes qui ont été.
qui ont été découverts petit à petit. Typiquement, on avait des équipes qui travaillaient en silo, ce qui fait que bah, certaines équipes faisaient du code qui n'était pas fait dans d'autres équipes, ou qui géraient la façon dont ils faisaient les messages ou dont ils consommaient les messages qui n'étaient pas les mêmes, donc il n'y avait pas trop de standardisation. On avait aussi peu de monitoring applicatif, ce qui fait que les applications, bah, certaines fois, on pouvait avoir des bugs qui sont cachés parce que juste une équipe n'a pas utilisé des logs spécifiquement pour tel use case, etc. On avait des sérialisations qui étaient custom, qui étaient faits. Des fois, on avait des topics qui étaient associés à un seul type d'objet. Mais des fois, on avait des topics qui pouvaient contenir plusieurs types d'objets et dont la sérialisation était définie par soit des paramètres dans l'objet, soit des fois des headers. Enfin, il y avait plein de choses différentes qui étaient faites. Et on avait la même chose sur comment on configurait Kafka, comment on faisait des tests en isolation avec Kafka. Un des exemples qu'on avait qui est pas très considéré, enfin, c'était pas tellement considéré comme une bonne pratique d'avoir plusieurs mêmes objets, enfin plusieurs différents objets dans un même topic. Parce que typiquement, si j'ai quelqu'un qui consomme de ce topic-là, il est peut-être pas intéressé par tous les événements qui sont dedans. Donc une des approches, ça c'était déjà l'existant qu'on avait, mais je vais revenir après là-dessus. Un des problèmes, c'était qu'on avait des façons de committer les messages qui étaient différentes en fonction des applications. Certaines a été en autocommit toutes les 5 secondes en général, ce qui fait que bah, si l'application elle devient down, potentiellement, soit on peut avoir des pertes de messages parce qu'elle a déjà consommé les messages et elle a validé, soit on peut avoir des duplications de traitement, ce qui peut poser des problèmes si on n'a pas des actions qui sont idempotentes. Soit on avait bah, des équipes qui avaient du code custom pour gérer tous les offsets et qui potentiellement avaient de la logique spécifique. Des équipes qui, par exemple, disaient, bah voilà, s'il y a quelque chose qui se passe mal pendant mon process, je vais renvoyer un événement dans le même topic. Ce qui fait que ça peut poser problème si celui qui potentiellement s'attache à ce topic ne sait pas que un message peut être dupliqué dans la liste et qu'il n'a pas la même logique pour pouvoir gérer les retries. On peut arriver avec des cas où il y a des fonctionnements bizarres qui apparaissent. Donc, Kafka, par défaut, c'est des tableaux de bytes. Ce qu'on avait en utilisation, c'est qu'on avait différentes façons de gérer les objets entre les producteurs et les consommateurs. Et c'était difficile d'avoir justement des différents types d'objets dans un même topic. Un des moyens qu'on a eu pour essayer de simplifier l'existant et simplifier ce qu'on avait, c'était d'ajouter des métadatas. Donc dans les headers de messages Kafka, on a ajouté des informations. Euh, on s'est un des choix qui a été fait, c'était de le mettre dans les headers et pas dans les événements en soi, pour pouvoir éviter que les utilisateurs nécessaires connaissent, enfin, on va dire, soient obligés de connaître le fait qu'il y ait des métadatas dans les events pour pouvoir se baser là-dessus. Donc en gros, on a fait un SDK qui permettait de autofiler des headers pour pouvoir avoir des informations sur les types d'objets, sur quel est le Trace ID, par exemple, qui nous permettra plus tard de pouvoir tracer les applications quand elles passent sur Kafka. Et même derrière, on pourra voir toute la liste de qu'est-ce qui s'est passé sur toute la chaîne. Donc là, je reviens un peu sur les headers des producteurs. Donc, typiquement, on a le Trace ID qui nous permet de tracer tous les échanges qui sont faits d'une API à Kafka, à une API à Kafka, etc. Des object types qui nous permettent derrière de pouvoir savoir à quoi est mappé cet élément, ce message. Des serializers parce qu'on avait enfin, on avait besoin de pouvoir s'adapter à l'existant. Typiquement, il y avait des JSON qui étaient envoyés en byte array, où on avait du protobuf qui était envoyé à Kafka. Et on avait besoin d'avoir un moyen pour pouvoir savoir sur quoi le mapper et comment le désérialiser. Et après, on avait aussi des informations qui nous permettaient plus pour du débugage, de pouvoir avoir des informations sur qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Pour Object les... type, c'est juste pour les cas où il y a plusieurs types d'objets par message ou c'est vrai de manière, ou c'est utile de manière plus générale pour retrouver l'objet métier Hum, enfin, surtout parce qu'il y avait beaucoup de types de messages par topic. Il y a des équipes qui
se sont partagés un topic sur 5-6 domaines. Ce qui fait qu'on avait bah, une quinzaine de services qui consommaient sur le même topic, mais dont chacun avait des intérêts différents en fonction de ça. Donc, euh, et pareil pour les consommateurs, on a fait des headers spécifiques pour pouvoir avoir une logique pour gérer tout ce qui est retry et aussi pour tout ce qui est letter queue. Donc en gros, typiquement, on a par exemple, si on a fait un retry sur un message, on peut définir dans la configuration de l'application, est-ce que ça suffit? Est-ce que je vais réessayer si c'est une erreur technique? Et si c'est le cas, je vais renvoyer un message Kafka spécifique avec une information de quel est le consumer loop actuel. Ce qui fait que les consommateurs qui vont, on va dire, reprendre ce message, même s'il y a plusieurs consommateurs, on n'aura qu'un retry qui sera fait localement sur l'application qui avait besoin d'avoir le retry. Donc, un des intérêts de ça, c'était que le SDK qu'on a fait communique avec le Confluent Driver, qui communique avec Kafka. Ce qu'on voulait, c'était aussi simplifier tout ce qui est configuration. Donc, on a plein de trucs sur quel broker on veut être. Est-ce qu'on veut pouvoir avoir un moyen de stop Kafka quand on fait des tests en isolation, euh, d'avoir aussi des local queues si on fait juste des lancements d'applications locales. Et ça nous permettait de simplifier beaucoup de choses. En fait, toute la logique compliquée que chaque équipe devait maîtriser, bah, du coup, on l'intégrait dans un SDK qui était simple d'utilisation pour simplifier leur développement sur Kafka. Un des autres avantages qu'on a fait, c'est que on faisait un process bon, c'est des threads, mais en .NET c'est un peu différent. Mais en fait, on processait les messages en parallèle sur les différentes partitions. Donc, si on avait des consommateurs qui étaient connectés à plusieurs partitions, on pouvait améliorer les perfs. Là, je reviens sur un peu l'exemple de retrade et de letter queue. Donc, typiquement, on avait un message qui était reçu par un service campagne. Euh, Lui va faire un process. Si on considère, donc ça c'est la décision de l'application de dire, est-ce que je considère que c'est une erreur technique, si par exemple il y a un service externe qui est down ou un problème avec un accès à une base de données, on peut décider d'envoyer un retry qui va être envoyé dans le topic, qui ensuite va être reconsommé bah, en fonction de soit manuellement, soit automatiquement si on veut. Et ensuite, au bout d'un certain nombre de retries, il peut l'envoyer dans un topic qui est dead letter queue, qui potentiellement, en fonction de, si par exemple on a des problèmes de prod, etc., de pouvoir décider de prendre les messages et de pouvoir les rebalancer autre part. Plus en mode correction manuelle d'un process. Côté sérialisation, je reviens un peu là-dessus. Du coup, on avait du JSON qui était déjà existant, qui n'est pas une très bonne pratique. Parce que du coup, c'est très difficile, ça prend beaucoup de perf pour pouvoir tout désérialiser. Et du protobuf. Nous, on a aussi des classes autogénérées à partir du protobuf qui nous permettent dans le code d'avoir accès aux classes réelles. Et une des choses qu'on a faites euh, pour éviter que les équipes aient besoin de vraiment connaître Kafka et comment ça marche, on avait des configurations par défaut. Donc, comparé aux applications haute performance qui étaient utilisées par Criteo, nous, on avait des communications entre API où on n'a pas envie d'avoir beaucoup de latence, parce que souvent on répond à des appels UI, donc on a envie d'avoir une latence courte, mais ça ne dérange pas que la vitesse soit forte. Donc en gros, il y a des paramètres qu'on peut configurer, je crois que c'est dans le Confluent Driver aussi, pour pouvoir dire, bah ok, je veux pouvoir produire et committer mon produce à chaque fois ou dès que possible. Parce que derrière, on va avoir un genre de buffer qui va pouvoir, au bout de, je crois que par défaut, ça va être 2 secondes, bufferiser tous les messages qui doivent être produits par une app et ensuite les envoyer à Kafka et attendre l'acknowledgement. Euh, pour éviter ça, bah, du coup, on avait fait des configurations générales utilisées par toutes les applications orientées à API, on va dire, pour pouvoir simplifier ça. Aussi, l'avantage, c'était que bah, du coup, vu qu'on avait un SDK qui était générique, on pouvait avoir du monitoring, de l'alerting par défaut. Parce que vu qu'on avait accès à tous les événements qui passaient à travers ce SDK,
Eh ben, en fait, on peut avoir du login par défaut. On peut déjà tracer toutes les exceptions qui sont raised par le code. On peut aussi tracer toutes les métriques qu'on veut parce que du coup, ça nous permet d'avoir une façade sur enfin, sur Kafka, sur le Confluent Driver et sur Kafka pour pouvoir gérer l'information et garder une forme de contrôle sur ce qui va se passer et comment ça s'est passé. En conclusion, une des difficultés qu'on a eu à implémenter un système comme ça, c'était de se restreindre euh, à des use cases communs. Éviter d'over-ingénierer le système. Ce qu'on voulait, c'était avoir quelque chose qui soit simple à utiliser pour les applications, pour les équipes, que les gens aient pas besoin d'avoir un gros onboarding sur Kafka pour pouvoir utiliser de l'eventing. Et aussi, permettre aux utilisateurs de pouvoir garder de la liberté s'ils ont des besoins spécifiques. Donc on a fait une API qui était relativement claire, mais qui est aussi extensible, du style, on a envie d'avoir des consommateurs custom qui peuvent passer dans notre SDK. Ou alors, s'ils ont envie d'avoir des configs différentes, notamment par rapport à cette slide, s'ils ont envie, par exemple, d'avoir du gros vitesse, mais que ça ne les dérange pas d'avoir des latences, ils ont toujours des moyens de pouvoir faire de la configuration par application en utilisant un outil de partage. Donc, Kafka, ça doit être utilisé à bon escient. Voilà, pas contre les forces du mal, mais pour réduire l'adhérence des services entre eux. L'avantage, c'est que ça permet justement à des applications de réagir. Et au lieu d'avoir beaucoup de liens entre les services, ça permet de les assouplir un peu. Kafka, c'est pas un marteau doré, mais c'est quand même un bon marteau. Merci. Je sais pas combien de temps il reste. Je suis bon niveau temps? Ok. Si quelqu'un a des questions? Merci Raphaël pour la presse. Dans quelle mesure tu considères que vous avez réimplémenté JMS? Je connais pas JMS, donc peut-être beaucoup. Parce que retry-con, redelivery, etc., c'est typiquement la sémantique JMS. Ok. Et souvent, en fait, les gens euh, réimplémentent des choses qui existent déjà Oui. et sans le savoir. Et c'est tout à fait louable. Et je reviens sur ce que tu disais, ça ne doit pas être utilisé pour la transaction ou évité pour la transaction, Ouais. Eventy. Et c'est vrai aussi en JMS. C'est pour ça qu'on a la différence Ok. entre Q et Topic. Donc, est-ce que vous êtes inspiré de JMS pour implémenter ça? Ou vous Pas êtes du tout. parti plus de votre use case Nous, on était parti sur de l'existant qui était très varié. Et on a essayé de trouver des moyens pour pouvoir résoudre les problèmes et pour pouvoir s'orienter vers une solution plus pérenne. Euh, J'en ai pas trop parlé dans la presse, mais par exemple, il y a la notion de schéma registry. Dans le code actuel, il y a très peu d'utilisation de ça. Ce qui fait que dans une orientation d'avoir un système qui soit un peu plus standardisé, d'essayer de déplacer un peu la complexité qui était faite un peu partout et de la partager à un endroit, d'essayer de, de fitter avec la plupart des use cases euh, communs, enfin déjà utilisés, pour pouvoir essayer d'amener quelque chose d'autre. Euh, mais oui, il y a déjà des SDK dont on n'a pas pu pouvoir utiliser plus par temps pour pouvoir euh, simplifier le code, pour pouvoir faire les consumers plus facilement, etc. Nous, on avait déjà une stack qui était déjà existante. On avait relativement peu de temps pour pouvoir faire quelque chose pour améliorer le système. Donc, on a essayé de trouver cette notion de spécification par header pour pouvoir se dire, OK, à partir de là, les équipes ont juste besoin de savoir ce qu'ils mettent dans les messages. Et après, si on a envie de pouvoir faire évoluer le système, en fait, on peut le faire de notre côté. C'est un peu ça le. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Tiens, attends. Euh, j'ai une question. Vous avez mentionné que vous partagez le même topic sur plusieurs domaines. Ouais. Et est-ce qu'il y a un objectif derrière? Et aussi, j'ai vu dans le header, vous mettez le serializer. Ça veut dire que vous avez plusieurs serializers dans le même topic. On, bah, le-
Ce que le SDK nous permet de faire, c'est d'avoir plusieurs CSV dans le même topic, oui. Euh, c'est plus un... comment dire? Euh, c'est quelque chose qui était gratuit pour nous de le faire, en fait. C'était pas une volonté particulière d'enforcer ça dans les équipes. C'était plus... on a des fois des use cases qui sont un peu bizarres. Donc du coup, on voulait être suffisamment souple pour pouvoir gérer ce genre de cas. Euh, et la première question, c'était sur... Ah oui, plusieurs domaines dans un topic. Euh, C'était pas du tout une volonté. Euh, En partie, ça venait du fait que beaucoup d'équipes ne connaissaient pas Kafka et comment ça fonctionnait, n'allaient pas directement contacter des personnes de l'infra ou des côté plateforme pour pouvoir savoir comment faire du Kafka, comment gérer les topics, comment gérer ce qu'ils envoient dedans, etc. Euh, c'est plus une équipe a commencé à implémenter un, un genre de SDK pour pouvoir se connecter à Kafka. Des gens ont commencé à l'utiliser euh, de différentes manières, sauf qu'en fait, eh ben, ils envoyaient tout dans le même topic. Ce qui fait que personne ne se posait vraiment la question de comment ça marchait derrière. Et tant qu'il n'y a pas vraiment des problèmes de performance, ils s'en rendront pas compte. Parce qu'ils vont juste envoyer des choses. Potentiellement, ils vont impacter 15 différentes applications parce que eux vont essayer de consommer beaucoup d'événements, mais c'est un peu caché. Parce que du coup, ça ressort pas facilement dans des métriques de CPU ou autres, parce que ils vont pas avoir l'information enfin, assez directement, assez claire. Bonjour, mais est-ce que tu pourrais partager quelques infos sur le choix de faire des clusters Kafka différents versus réutiliser, enfin mutualiser des clusters et mettre plus de topics? Euh, Ça, je suis pas la meilleure personne pour en parler. Euh, Dans l'idée, je pense que c'est parce que c'est des use cases différents. Euh, je sais que côté API, par exemple, on a un cluster qui est utilisé par toutes les API parce que ça suffit. Mais je pense qu'ils ont des process différents dans d'autres clusters. Je ne sais pas exactement en quoi. Mais voilà. Je sais pas si, je sais pas si Ilias a d'autres infos. Pourquoi il y a différents clusters Kafka à Criteo Dans quel au cas lieu on d'en avoir mutualise et un. dans quel cas Je sais pas si. on segmente les clusters? C'est une question d'availability déjà, parce que chaque cluster est sur un continent différent. Donc, on rapproche les données des applications. C'est le use case numéro 1. Ok. C'était moi la question. C'est ça. Désolé. Ok, merci. J'ai pas vu. Moi, j'ai pas compris la logique de gestion de retry côté consommateur. Typiquement, on va avoir un message qui va être reçu par un service. Euh, Dans ce traitement, on va potentiellement se connecter à différents services ou à faire des traitements compliqués pour pouvoir valider à la fin une sauvegarde dans une base de données, par exemple. Euh, Dans le cas où on va avoir un problème technique, typiquement, il y a un des services qui est down pendant ce moment, ou alors différentes raisons, mais oui, souvent c'est s'il y a un service qui répond trop longtemps et qu'on a un timeout, etc. Bah, du coup, dans ce genre de cas, on a envie de pouvoir avoir un moyen pour pouvoir relancer un traitement. Et en gros, le retrace, c'est qu'en gros, il va repousser le message dans le même topic pour pouvoir être retraité par ce type d'application précis. Donc, on reposte le même message avec le header retry Ouais. Et le compteur. C'est ça. Et rappelle, pourquoi tu n'utilises pas l'offset? Parce que si tu ne commites pas l'offset, tu peux le rejouer. Ouais. Ça bloque. Ça Quand bloque. tu le commites pas, tu peux le rejouer, l'offset. Ça bloque le C'est ça, topic. il faut- Ça bloque le topic, la partition. La partition. Ça la bloque. Oui, mais la partition, donc après tu peux le rejouer tout de suite. Oui, mais ça bloque tous les messages qui viennent après ce message en fait, alors que ça peut être un problème random. Du coup, si on bloque tout le topic, on ne commit pas, il n'y aura aucun message qui sera traité après. La partition, pas la Dans la partition, mais la Ouais. partition, ça peut être énorme. Parce qu'en gros, enfin, la volonté de base, c'était justement qu'on puisse avoir de la parallélisation à 100%. Ce qui fait que si, par exemple, on va peut-être revenir avec les partitions. Tu casses ton... Oui. Oui. C'est le risque. Alors après, nous, ce qu'on a pris comme choix, c'est pour la séquentialité. On a fait une option dans la configuration pour pouvoir
dire est-ce qu'on veut avoir un ordonnancement ou pas. Mais typiquement, oui, si on, par exemple, on a la parallélisation du 8 et 9 et que le 9 est fini, si je veux essayer de refaire, eh ben, je vais quand même reprocesser le 9. Donc c'était juste pour. Mais oui. Raphaël, encore une dernière question. Tiens, vas-y. Oui, du coup, c'était un peu pour... tu as déjà un peu répondu à ma question, mais c'était pour summarize. C'est quoi cette chose que tu as trouvée en Cascade et que tu as dit, ah, ça c'est trop bien, et c'est quoi la communication que tu as utilisée pour pouvoir les faire remonter à l'intérieur de la boîte? Et la chose que tu as trouvée sur Cascade que tu n'as pas forcément aidé ou que c'était une mauvaise pratique et tu t'es rendu compte après? Et comment est-ce que tu as survenu à ça? Alors, sur une utilisation où Kafka était très salvateur, c'était que parfois on avait beaucoup de couplage entre différents services avec des appels HTTP qui étaient faits qui n'étaient même pas utilisés dans le process suivant. Ce qui fait qu'on avait beaucoup de lourdeur sur le développement, sur la maintenabilité, sur pas mal d'aspects dont on ne tirait aucun avantage. Et Kafka simplifie pas mal ça parce que du coup, tout ce qu'on fait, c'est juste envoyer quelque chose. On n'a pas besoin d'avoir un lien fort avec qu'est-ce qui est en face et comment il va le consommer et qu'est-ce qu'il va nous renvoyer. Ce qui simplifie pas mal de choses. Dans la deuxième partie, c'était sur. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé et enfin, peut-être un choix que tu t'es rendu compte que finalement c'était pas si bonne idée ou Euh, un topic pour 15 domaines, c'est pas une bonne idée. Et ouais, c'est que ce soit de la perf, que ce soit du debug, ou que ce soit du tracing aussi, ça brouille toutes les données ouais, c'est le truc qui m'a fait de la douleur. Merci.